Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Ce jour, nous vous emmenons à Yopougon, dans le quartier Andokwa, où nous sommes accueillis à Balafon d'Afrique, un atelier de mécanique générale fondé en 2017 par notre invité Seydou Konaté. Monsieur Konaté est aussi le président de l'association Balafon, qui est une ONG qui a vu le jour en 2006 et qui est basée en Italie, dans la province de Varese. Cette ONG est spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des migrants. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour, Monsieur Koné. C'est un plaisir pour nous d'être dans vos locaux ce jour pour échanger avec vous. Le plaisir est toutefois pour moi et pour toute l'équipe Balafon d'Afrique qui accueille votre émission au sein de notre entreprise en ce jour. Alors, Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de l'association Balafon qui a vu le jour en 2006? Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Je suis parti donc de la Côte d'Ivoire en 1991. Arrivé en Italie, j'ai traversé des moments assez difficiles de vie de migrant. Et une fois que je me suis un peu stabilisé, bien établi dans le pays, j'ai donc voulu me mettre au service des personnes étrangères qui arrivaient et qui avaient des besoins multiples dans tous les domaines, au niveau de la régularisation, renouvellement de permis de séjour, au niveau de la demande de regroupement familial et du passeport italien, sans oublier d'autres secteurs comme les établissements scolaires, accompagnement dans l'insertion professionnelle et tout le reste. Alors, vous dites que ça a été difficile pour vous. C'était quoi la difficulté? C'était concernant le séjour. C'était quoi la difficulté exactement? La première difficulté pour moi était surtout au niveau de la régularisation. Je suis resté pendant 5 ans en situation irrégulière, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, étant en situation irrégulière, il y a la nécessité de travailler seulement au noir. Et on n'est pas pris en charge par le service sanitaire national. Il y a plein de choses qui entrent en jeu qui ne sont pas bien pour les personnes qui vivent dans un pays occidental. J'imagine que lors de la création de cette association, vous étiez confronté à beaucoup de défis. Bon, je ne dirais pas que ça a été facile, mais disons qu'il y avait beaucoup de défis auxquels je devrais faire face. Mais je m'étais quand même préparé en conséquence pour pouvoir... C'était quoi ces défis-là? Ces défis étaient surtout de pouvoir trouver une structure là où avoir le siège et que le genre de travail que j'allais exercer là-bas soit accepté et qu'il y ait une autorisation qui nous permet d'exercer dans ce domaine. Et le second défi était au niveau des usagers qui venaient et que ce soit des personnes qui viennent vraiment avec beaucoup de sincérité dans les différentes demandes qu'ils nous apportaient. Et comment vous avez réussi à surmonter tout ça? C'est avec l'expérience. Avec le temps, on acquiert un peu d'expérience qui nous permet de pouvoir cerner les différentes difficultés et de pouvoir les affronter de manière efficace. Alors aujourd'hui, cette association Balafon, elle dispose de plus de 70 centres, c'est bien cela. Comment avez-vous réussi à développer une telle structure? C'est avec la résilience que j'ai pu développer. J'ai pu me faire encadrer des personnes professionnelles dans tous les secteurs. Et puis, des personnes aussi de bonne volonté qui ont compris qu'ils pouvaient nous faire confiance et qui nous ont apporté leur support afin que Balafon devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons exactement 76 centres aujourd'hui. 75 pour les adultes et 2 pour les mineurs étrangers non accompagnés.
Et ça fait au total 77, 75 pour, non, 74 pour les, pardon, pour les adultes. 74 pour les adultes et 2 pour les mineurs étrangers non accompagnés. Donc ça fait 76 au total. Alors dans ce centre, quelles sont les activités ou les services que vous proposez aux migrants que vous accueillez? Je dois vous dire que pour ce qui concerne les centres d'accueil des migrants, nous avons une convention avec la préfecture. Dans cette convention-là, il inclut l'hébergement. On leur donne aussi des denrées alimentaires où ils cuisinent eux-mêmes. Les denrées alimentaires sont données sur la base des habitudes alimentaires de chaque peuple. Je dis chaque peuple parce que nous avons au sein de nos centres environ une trentaine de nationalités différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les migrants ivoiriens même pas que vous accueillez là-bas? Les Africains représentent une minime partie de ceux que nous accueillons. Et donc la majorité des migrants que vous accueillez ne viennent pas de l'Afrique? Non, pas du tout. Ils viennent de quel continent? De l'Asie, de l'Europe. Voilà, de l'Asie, de l'Europe. Nous avons des Chinois, des Bengalais, nous avons des Ukrainiens, nous avons des Syriens, nous avons un peu de partout où ils viennent. Voilà. Donc il y a l'hébergement que vous leur offrez, il y a la restauration que vous leur offrez, il y a quoi d'autre encore? Il y a aussi des cours d'alphabétisation, d'apprentissage de la langue italienne et un accompagnement pour une insertion professionnelle. Après avoir appris la langue, on les accompagne dans ce domaine afin qu'ils puissent avoir accès à la vie active de leur pays d'accueil. Alors, dans les 76 centres que vous disposez, on a à ce jour combien de migrants? Est-ce que vous avez en tête le nombre exact de migrants qui sont aujourd'hui dans vos centres? Nous avons environ 600 migrants adultes qui proviennent d'une trentaine de nationalités différentes. Nous avons environ 50 mineurs étrangers non accompagnés et qui sont hébergés dans ces 2 centres de mineurs étrangers non accompagnés. D'accord, on voit que vous faites énormément pour ces personnes-là, pour leur permettre de se sentir à l'aise, d'avoir le minimum de vie. Est-ce que c'est toujours facile? Partout où nous travaillons avec des êtres humains, il est évident que des difficultés naissent de tout genre. Nous pouvons même mettre un tapis rouge pour des personnes. S'il n'y a pas une disponibilité au préalable pour une collaboration, la tâche devient plus compliquée. Donc, ce que nous faisons, c'est de les amener surtout à se former, à apprendre la langue, se former, et puis trouver un travail qui est adapté pour eux. Donc la formation, le travail, ça fait partie de leurs principaux besoins une fois qu'ils arrivent en terre italienne. Exactement. On commence par la régularisation d'abord. Même si elle n'est pas définitive, il y a des demandeurs d'asile, une fois que le processus est lancé, il y a une étape dans laquelle ils peuvent commencer à travailler. Donc, ce n'est pas souvent des titres de séjour définitifs, mais lorsque la demande est lancée et qu'ils sont à un niveau du processus, ils peuvent déjà commencer à travailler. Et dans ce domaine, dans ce cas-là, nous les accompagnons pour leur faciliter la tâche. Est-ce que vous travaillez avec des organisations locales ou internationales dans le but de renforcer l'efficacité de vos programmes? Oui, nous avons quand même pas mal de collaborations externes avec d'autres organisations. Même nous avons eu, j'ai omis de vous dire que non seulement nous faisons l'accueil des migrants, mais nous sommes aussi engagés dans la lutte contre la migration clandestine. Et dans ce cadre-là, il y a quelques années de cela, avec 2 ONG italiennes qui travaillent ici en Côte d'Ivoire, nous avons fait une campagne de sensibilisation contre la migration clandestine. Et le rôle de Balafon était de sensibiliser auprès des diasporas ivoiriennes basées en Italie. Nous avons choisi cette ville où la diaspora était mieux organisée, était mieux structurée pour nous accueillir, afin de nous aider à faire le travail de sensibilisation. Et le second volet était en Côte d'Ivoire. Les ONG qui travaillent ici au niveau local nous avaient
indiqué 3 villes, Ouaké-Daloa et Yamoussoukro, où il y avait plus de départs vers l'Europe, à travers le désert, à travers la traversée de la Méditerranée, où ils perdent beaucoup leur vie. Et le désert, on n'en parle pas. Mais il y a plus de décès dans le désert que dans la Méditerranée. Alors, nous avons ces collaborations-là pour permettre de travailler de manière plus efficace en accueillant ceux qui arrivent là-bas, parce que désormais, ils arrivent, ils doivent être assistés, mais pour essayer de sensibiliser pour ne pas qu'ils partent en mettant en péril leur vie. Cela veut dire qu'ils endeuillent beaucoup de familles et nous ne voulons pas ça. Alors, vous qui êtes au contact de ces migrants, vous qui leur donnez un toit, lorsque vous échangez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent comme motivation, comme motif, comme raison qui les pousse à s'aventurer sur ce chemin dangereux? Vous voyez, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, il est facile de faire miroiter des choses à des personnes qui ne sont pas réelles. Alors, le migrant qui arrive en Italie et qui trouve un petit hébergement dans un centre d'accueil et qui trouve des vêtements offerts par la Caritas, va dans un centre commercial et se fait faire de belles prises de photos. Lorsqu'il publie cela, cela incite les frères et sœurs qui sont restés dans le pays d'origine pour dire: regardez ce frère-là qui était ici avec presque rien, regardez comme il brille. Alors, les parents, des fois, bradent les parcelles qu'ils ont. Les jeunes qui avaient des activités qu'ils pouvaient essayer de développer se mettent en tête qu'ils doivent partir au péril de leur vie. Et des fois, c'est des regrets qui les animent lorsqu'ils sont sur place. Donc, cela voudrait dire que la situation des migrants n'est pas tout à fait reluisante comme ils essaient de nous faire croire. Ce n'est pas toujours facile. Chacun a sa chance dans la vie. Mais je veux dire que la majorité des personnes qui arrivent traversent vraiment des moments très, très, très difficiles. La première étape, c'est déjà le voyage. La seconde étape, c'est au niveau du pays d'accueil, où il n'est pas facile qu'on vous mette, par exemple, dans une même pièce que des inconnus. Vous vivez dans la même pièce et vous devez tout partager. Et ce n'est pas évident pour celui qui avait déjà un appartement ici, qui était déjà dans un confort personnel. Voilà. Il se raconte très souvent que les migrants, notamment les migrants africains, une fois sur le territoire européen, sont associés à des faits de banditisme, de délinquance, de prostitution. Est-ce que c'est une information qui est vraie, qui est juste, qui est correcte? Merci, M. Koné. Je ne pourrais pas généraliser, mais quand même, il y a une part de vérité dans ce que vous venez de donner comme information. Et nous, pour éviter que les migrants partent dans tous les sens, on essaie de les encadrer afin qu'ils puissent avoir une situation beaucoup plus sereine et qu'ils puissent s'insérer dans le tissu social à travers tous les accompagnements que nous mettons à leur disposition. Et c'est quoi ces accompagnements justement? Comment vous les accompagnez? Comment vous les aidez à pouvoir s'insérer, à pouvoir trouver de quoi faire en Italie pour qu'ils soient autonomes, indépendants et vivre d'eux-mêmes désormais? La convention que nous avons avec notre province est de les accueillir, les héberger, leur donner à manger. Il n'est pas inclus dedans l'apprentissage de la langue, il n'est pas inclus l'accompagnement professionnel et l'insertion, accompagnement dans le domaine professionnel. Nous le faisons parce que moi, étant un ex-migrant, je sais ce que cela peut signifier pour quiconque arrive dans un pays d'accueil et qui est mieux accompagné, peut émerger dans un domaine auquel nous-mêmes nous ne nous attendons pas. Les besoins qu'ils ont sont énormes. Nous essayons de faire le maximum, toujours tenant compte des possibilités que nous avons pour
leur faciliter la tâche. Une fois là-bas, dans vos centres, vous leur donnez la formation, vous leur permettez d'apprendre la langue, l'italien, Oui. vous leur donnez un toit, vous leur donnez à manger, et même vous leur donnez des vêtements à porter. Ça demande un coût. C'est de l'argent qu'il faut dépenser. Comment est-ce que vous financez toutes vos activités? Pour ce qui concerne le financement pour le secteur des adultes, provient de la province, du ministère de l'Intérieur. Italien. Voilà, le ministère de l'Intérieur, donc la préfecture de notre province. La convention se signe entre Balafon et la préfecture de notre province pour ce qui concerne les adultes. Maintenant, du secteur qui concerne les mineurs étrangers non accompagnés, il s'agit des conventions qui nous lient à des mairies. Il y a même un secteur des mineurs étrangers non accompagnés qui sont les mineurs qui proviennent des débarquements de la traversée de la Méditerranée. Ils vous accompagnent comment? Quand vous parlez de la préfecture, nous sommes de la payés mairie, pour chaque jour de permanence des migrants au sein de nos centres d'accueil. Ça veut dire que si un migrant fait un jour dans votre centre d'accueil, nous sommes payés. Vous êtes payé pour ça. Voilà. S'il fait 10 jours, en fonction du nombre de jours qu'il fait dans votre centre, vous êtes payé pour ça par la préfecture et par la mairie. La mairie, c'est pour les mineurs. Mineurs étrangers non accompagnés. Vous avez combien de mineurs dans vos centres? Nous avons environ une cinquantaine de mineurs étrangers non accompagnés. Nous avons des mineurs aussi qui sont des mineurs qui vivent avec leurs parents. Ceux-là, je ne les considère pas comme des mineurs étrangers non accompagnés. Quand je parle de mineurs étrangers, c'est ceux qui sont arrivés à l'âge, ils ont l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils viennent d'eux-mêmes? Ils viennent d'eux-mêmes. Et c'est dommage parce que j'en trouve quelques mineurs ivoiriens aussi. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce qu'ils pourraient être mes fils, ceux qui bradent toutes les difficultés pour arriver, mettant en risque leur vie. Et il y a trop de violence lorsqu'ils vous racontent les péripéties de leur voyage. Ça ne peut qu'attrister ceux qui les écoutent. Est-ce qu'ils bénéficient de leur statut de mineurs parce qu'ils sont mineurs? Est-ce qu'ils sont plus privilégiés par rapport aux autres, notamment les adultes? Oui, je pourrais dire ça parce que lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, il y a un autre procédé, un autre processus que nous utilisons avec toujours le ministère de l'Intérieur. C'est une relation qu'il faut soumettre. La relation a un résultat positif si le mineur a suivi tout ce qu'il lui fallait suivre. C'est-à-dire que, arrivé mineur, vous ne pouvez pas dire que votre priorité c'est le boulot, c'est l'apprentissage de la langue, la formation professionnelle et puis des stages. Si nous faisons une relation pour dire que le mineur a suivi tout cela, le plus souvent, il n'y a pas de motif que le ministère ne réponde pas favorablement pour qu'ils aient un statut pour rester sur le territoire italien. Est-ce que Balafon a des projets pour élargir ses activités à d'autres provinces en Italie ou même à d'autres pays européens? Pour le moment, dans d'autres provinces, nous collaborons déjà avec d'autres acteurs qui travaillent dans le domaine du social. Récemment, nous avons fini un projet qui a duré 3 ans, que nous avons appelé Integrate. C'est un jeu de mots en anglais. Integrate. C'est chercher à intégrer les migrants qui proviennent de tous les pays et qui viennent en Europe en général. Le projet a été fait avec 5 pays. Il y avait les Chypriotes, les Grecs, les Irlandais, les Espagnols et nous les Italiens. Et le côté scientifique avait été géré par l'Université de Bologne pour que désormais on ait tous une ligne à suivre pour l'accueil des migrants. Pour leur insertion au niveau professionnel, comment il faut leur donner tous les supports nécessaires. Alors, M. Konaté, est-ce que vous pensez que l'Europe en général et l'Italie en particulier font suffisamment pour les migrants?
Je pense que dire qu'ils font rien du tout, ce ne serait pas honnête de ma part. Je veux dire que lorsqu'on accueille des êtres humains, ce n'est jamais suffisant ce qu'on fait. Parce que l'être humain a ses nécessités, ses exigences, et il va toujours falloir doubler d'efforts pour surtout donner de la qualité dans ce que nous faisons. Voilà. Ce n'est pas faire juste pour le faire, mais le faire de manière efficace pour que la personne que nous avons accueillie demain ne soit pas en train de traîner dans les rues. Je suis très orgueilleux de voir mes frères qui émergent après avoir traversé ce moment difficile et puis qui se retrouvent vraiment à être indépendants et qu'ils soient un exemple pour ceux qui arrivent. Des fois, on les invite pour qu'ils rendent témoignage lors de réunions que nous faisons avec nos migrants. Ils rendent leurs témoignages et ça motive beaucoup de personnes à doubler d'efforts pour pouvoir... S'il y a quelque chose qui manque dans les actions des autorités européennes ou italiennes en faveur des migrants, selon vous, c'est quoi? Pour moi, lorsqu'on parle d'abord d'intégration des personnes, et surtout insertion dans le tissu social, dans un pays comme l'Italie, où la langue n'est pas toujours parlée partout dans le monde, il faut qu'on leur donne la possibilité d'apprendre la langue. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que cela est primordial, est fondamental pour que les personnes puissent avoir accès au marché du travail. Vous venez travailler chez quelqu'un, vous ne vous comprenez pas avec le patron. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il y a tout de suite une barrière de langue entre vous. Exactement. C'est pour cela, au sein de notre siège, nous avons 3 salles de classe qui sont à notre charge. Nous avons des enseignants qui viennent pour que tous les jours, nos pensionnaires qui ont l'envie d'apprendre la langue viennent là. Et je pense que ce que je peux reprocher aux autorités italiennes, c'est le fait qu'ils ne donnent pas la possibilité, dans la convention que nous avons, pour permettre aux pensionnaires, nos migrants, d'apprendre la langue et pouvoir se former dans d'autres domaines professionnels plutôt que continuer avec les études. Parce que tout le monde n'est pas venu avec le même niveau, donc selon le niveau de chacun, ils peuvent... Pourquoi ils n'accordent pas d'intérêt à cet aspect-là, selon vous? Je pense que parce qu'ils n'ont pas trop bien compris cette nécessité de pouvoir permettre à ces migrants d'apprendre la langue, et que c'est aussi important pour les entreprises locales parce qu'il y a un besoin énorme dans le domaine public comme privé en Italie, mais en Europe en général, particulièrement en Italie où je vis. Et si ces personnes qui arrivent, qui sont déjà sur place, sont bien formées, ça peut être un atout pour toutes les entreprises qui sont en situation de détresse à cause du manque du personnel. Alors, selon le ministère italien de l'Intérieur, les arrivées clandestines en 2024 ont baissé, ont chuté de 65% par rapport à 2023 avec 40 138 migrants qui ont débarqué au 27 août 2024 depuis le 1er janvier contre 113 469 sur la même période en 2023. Les arrivées de mineurs non accompagnés sont passées de 18 820 au cours de ces 8 mois en 2023 à 5 044 en 2024. Pour vous qui vous intéressez à la question migratoire, comment vous analysez ces chiffres? Est-ce que c'est une évolution positive pour vous ou est-elle négative? Je ne dirais pas que c'est une évolution positive ou négative. Je dirais que le flux migratoire est conséquent des conflits qu'il y a dans le monde. Lorsqu'il y a eu le conflit en 2022 en Ukraine, il y a eu des Ukrainiens qui sont arrivés dans l'espace de 3 mois, dont le nombre a dépassé le nombre total des migrants qui sont arrivés. C'était même le nombre total des migrants qui étaient arrivés en 2022 était la moitié du total des migrants
Ukrainiens qui sont arrivés dans l'espace seulement de 3 mois. Donc, je ne parle pas de positivité ou négativité, mais je dis que le flux migratoire est conséquence des situations politiques, les guerres, les conflits qu'il y a un peu partout dans le monde en général. Monsieur Konaté, votre engagement en faveur des migrants vous a valu un prix. C'était en novembre 2024. C'était 23. C'était du côté de Bruxelles. Vous avez été primé, vous avez remporté le prix Marie-Laure d'Ivoire qui encourage les Ivoiriens qui sont au niveau de la diaspora et qui les encourage aussi à venir investir dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour vous? J'ai eu l'honneur d'être primé, d'être l'un des lauréats du trophée Marie-Laure d'Ivoire à Bruxelles en 2023. Cela a été très gratifiant pour moi. J'ai fait un travail dans lequel je n'avais jamais reçu un prix. C'était mon premier prix. Ce prix m'a permis d'avoir une visibilité dans mon pays d'origine. Et cela me permet aujourd'hui d'avoir des contacts avec des autorités. Ce qui n'est pas négligeable pour moi, pour les choses que nous sommes en train de faire en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'être accompagnés. Donc l'apport des autorités, l'appui des autorités est toujours bienvenu. Je remercie toute l'équipe Marie-Laure d'Ivoire pour cette opportunité qu'elle m'a donnée et que peut être utile pour pouvoir mieux exercer dans le domaine dans lequel nous nous sommes déjà lancés. Alors, comme je le disais, ce prix encourage les lauréats à investir dans leur pays d'origine. Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir pour contribuer justement au développement de la Côte d'Ivoire? Nous sommes dans un cadre qui est aussi éloquent que ça, le Balafond d'Afrique, qui est la preuve concrète du fait que depuis 2017, Balafond Afrique est né. Balafond Afrique voudrait s'orienter dans le domaine de la formation professionnelle, en commençant par cet atelier de mécanique générale, où il y a environ 9 personnes qui collaborent. Nous voulons, avec les autorités ivoiriennes, avoir un agrément afin que ce soit un lieu de formation professionnelle à part entière. Et l'unique collaboration que nous avons actuellement avec l'institution ivoirienne, c'est que des centres de formation professionnelle nous envoient des stagiaires. Mais nous voulons pas seulement recevoir des stagiaires, mais nous voulons que ce soit un lieu où nous allons avoir la possibilité de former du début jusqu'à la fin des jeunes Ivoiriens. Et le second volet au niveau de nos activités ici sera bientôt orienté dans le domaine agro-pastoral. Nous avons déjà tout le matériel sur place depuis des années. Le problème se pose au niveau de la parcelle agricole. Et j'espère que le titre foncier va pouvoir être disponible afin que ce projet puisse démarrer. C'est le projet même d'ailleurs qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai cette passion-là pour l'agriculture. Je voudrais finir comme agriculteur dans mon pays. Non seulement on contribue à la lutte contre la faim, c'est une minime partie, mais c'est aussi former des jeunes Ivoiriens à ce métier-là, de métier agro-pastoral. Ça va leur éviter de brader toutes les péripéties, toutes les difficultés pour se rendre en Europe en mettant à risque leur vie. Ce projet m'intéresse. Vous avez parlé tout à l'heure de problème de titre foncier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi? Vous avez déjà acquis le terrain. Il manque quoi? Le titre foncier. Pourquoi jusqu'à présent vous ne l'avez pas? Nous avons acquis un terrain, cette parcelle qui a une capacité de 24 hectares et demi depuis 2016 dans la zone de Azagué-Blida. Et malheureusement, au niveau de la demande des titres fonciers, il y a un peu de soucis parce que d'abord, on nous dit que nous sommes dans la zone à aménagement différé, la ZAD. Et à la suite d'un projet présenté,
il y a eu la levée des servitudes. Successivement, nous avons présenté pour la seconde fois la demande des titres fonciers. La levée des servitudes qui avait été faite n'a pas été prise en considération. On nous a dit encore que nous étions dans la ZAD. Récemment, il y a 2 mois que nous avons représenté la demande des titres fonciers. Et nous espérons que cette fois-ci, les autorités nous aideront à dépasser ce cap-là afin que l'activité puisse démarrer concrètement. Parce que tout le matériel est là, tout le matériel est en train de se détériorer. Je pense que le projet est intéressant pour les jeunes Ivoiriens, intéressant pour le pays lui-même. La formation des jeunes Ivoiriens dans le domaine agro-pastoral. Et nous ciblons toujours des jeunes qui malheureusement n'ont pas un niveau pour avoir accès au centre de formation professionnelle géré par notre pays. Et ceux-là qui sont des familles en situation précaire peuvent se former et puis demain être indépendants, autonomes dans tous les sens. Alors, revenons à Balafon d'Afrique, qui est l'atelier qui nous accueille ce jour pour cet entretien. Comment on fait pour y accéder? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Pour l'instant, n'ayant pas l'agrément, nous faisons des entretiens et puis selon les besoins, nous recrutons comme ça dans le tas. Mais pas qu'il y ait un recrutement particulier. Lorsque nous aurons l'agrément, nous allons tenir compte de certains critères et qui seront même définis avec le ministère de la formation professionnelle. Mais nous indiquons déjà des personnes qui proviennent des familles en situation de détresse, de situations précaires, pour que nous puissions leur donner une opportunité. Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Après plusieurs années dans ce milieu-là, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté aujourd'hui est de réussir à donner surtout un coup de main à beaucoup de familles dans mon pays d'origine. Je pouvais me limiter au fait que Balafon en Italie soit à un niveau assez acceptable pour que je puisse vivre ma vie là-bas, mais j'ai pensé à mon pays d'origine parce que je tiens à ce que des jeunes de mon pays d'origine puissent bénéficier de tout ce que nous faisons afin qu'ils ne prennent pas la voie de la migration où ils mettent en risque et péril leur vie. Partir ne peut être interdit à quiconque, mais c'est les conditions dans lesquelles ils partent qui est déplorable. Moi, je ne voudrais pas que je sois là à entendre tout le temps des familles qui pleurent leurs fils qui malheureusement perdent leur vie dans la Méditerranée, dans le désert et même dans les pays du Maghreb où c'est les pays d'où ils partent. Des pays de transit. Des pays de transit, exactement. Pays de transit. Il y a des tortures, on les maltraite. Il y a des sévices qu'ils subissent, ils sont emprisonnés. Et ça, c'est des choses qui sont inacceptables dans ce 21e siècle. Donc il faut que nos pays fassent un effort, double d'effort. L'effort est déjà fait, mais ce n'est jamais suffisant lorsqu'on parle de pouvoir aider des êtres humains, des jeunes frères, la jeunesse ivoirienne, afin qu'ils puissent s'insérer dans le tissu social dans leur pays d'origine. On est mieux que chez soi. Je suis le premier à être parti, mais je suis parti dans une période où les conditions étaient différentes et je peux me permettre de donner des conseils à mes jeunes frères concernant ce qui peuvent être les réalités de l'autre côté. En tout cas, merci pour ces très beaux conseils. On espère qu'ils ont été bien perçus par ces jeunes qui nous écoutent et qui sont tentés de partir de l'autre côté pour espérer gagner une autre vie encore plus reluisante que celle qu'ils vivent ici. Mais comme vous l'avez signifié, partir n'est pas mauvais, mais
C'est les conditions dans lesquelles on va, qui sont compliquées. Il faut penser à tout ça d'abord avant de se lancer. Merci beaucoup, M. Konaté. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, de clôture, est de remercier la structure TV, Intelligence TV pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée. Je remercie toute l'équipe. Je remercie le DG qui, d'ailleurs, à Bruxelles, en 2023, a été celui qui m'avait décerné le prix sur le podium. Et c'est de là qu'est partie cette amitié avec lui pour aujourd'hui arriver à cette interview. Vraiment, merci et merci pour le travail que vous faites pour donner la visibilité à toutes les personnes qui sont dans ce pays en train de faire quelque chose et mettre en lumière tout ce qui est caché. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Sachez que vous êtes une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que le travail que vous abattez en Europe est un travail énorme auquel tout le monde n'est pas disposé. Mais vous prenez le soin sur vous-même à partir de vos moyens, de vos relations, de vos contacts pour pouvoir aider vos frères, vos soeurs qui arrivent du côté de l'Italie sans moyens, de sorte à leur permettre d'avoir des conditions de vie agréables. Et c'est même pas, ça ne se limite même pas seulement à vos frères et soeurs ivoiriens. Vous avez parlé des Asiatiques, des Maghrébins, des Européens qui arrivent en Italie et vous êtes disponible pour toutes ces personnes. Et nous, on voudrait vous dire bravo, félicitations, merci et puis vous encourager à continuer dans cette dynamique pour le bonheur de vos frères et sœurs. Merci beaucoup à vous, M. Konaté. Merci, M. Koné. On vous souhaite bon vent dans vos différentes entreprises, dans vos différentes activités. Et puis, on espère se retrouver très prochainement pour encore parler de vous et de vos activités. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi pas en Italie? Merci beaucoup. On espère bien que ça va arriver un jour. Merci. Amen. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt sur les antennes de l'Intelligence TV. Au revoir.